huée, la projection d'Okja, le film polémique de Netflix, a débuté avec quelques difficultés ce matin au Festival de Cannes. Nous verrons dans cette édition pourquoi ce long métrage est au cœur d'une controverse. Bonjour à tous, merci d'être sur France Info. Dans l'actualité aujourd'hui, fin du suspense, Marine Le Pen sera bien candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. Hier soir, la présidente du Front National a également fait son mea culpa et reconnu avoir raté son débat d'entre-deux tours. Et puis Emmanuel Macron doit se rendre aujourd'hui au Mali sur la base de Gao. Il rencontrera les soldats français de l'opération Barkhane. L'occasion pour nous de faire le point sur cette mission dans laquelle la France est engagée depuis 4 ans. Et puis en Iran, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. 3 candidats sont en lice. Alors quels sont les enjeux de cette élection? Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Marine Le Pen sera donc bien candidate aux législatives dans le Pas-de-Calais. Hier soir, la candidate frontiste a fait son mea culpa en reconnaissant avoir raté son débat de l'entre-deux tours et s'interroge désormais sur la sortie de l'euro. Sébastien Létard. On ne l'avait plus entendu depuis le deuxième tour, très critiqué, y compris en interne sur sa campagne présidentielle. Marine Le Pen aborde un mea culpa. J'ai bien conscience que le sujet de l'euro a inquiété considérablement les Français et même, il faut bien le dire, de manière presque irrationnelle. Mais c'est un fait et nous allons devoir en tenir compte, nous allons devoir discuter. Et puis, incontestablement, il y a ce débat qui a été raté, il faut le dire. Enfin, je veux dire, moi je le dis. Objectif désormais, prendre la tête de l'opposition à l'Assemblée. La présidente du Front National sera à nouveau candidate aux législatives à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. J'ai une relation affective très forte avec les habitants du bassin minier. Je ne me voyais pas ne pas venir pour tenter de les défendre à la tête du plus grand nombre de députés possible au sein de l'Assemblée nationale. Battue d'une centaine de voix dans sa circonscription en 2012, Marine Le Pen y avait recueilli près de 58% des voix au deuxième tour de la présidentielle. Une réflexion sur la sortie de l'euro qui crée des discordes au sein du Front National. On voit ça tout de suite avec Daïk Auduit. Oui, les débats sur la sortie de l'euro, ce n'est pas nouveau au FN, ça dure depuis 5 ans. Et ce n'est pas un débat sur le principe, mais plutôt sur la stratégie. Est-ce qu'il faut le mettre en avant, en faire un axe prioritaire? Et ceux qui y sont opposés estiment, avec raison, que cela fait peur aux électeurs, notamment à l'électorat le plus âgé, et que ce n'est pas efficace électoralement. Et Marine Le Pen a toujours oscillé en fonction des rapports de force dans son parti. Et donc hier soir, elle a juste placé la barre à nouveau du côté du doute sur la sortie de l'euro, parce qu'elle a peur que les législatives soient décevantes. On annonce entre 10 à 20 députés au Front National, c'est-à-dire peut-être pas un groupe parlementaire, ça serait un échec, ça serait son échec. Ce matin, Florian Philippot maintient la pression, il répète que si le Front National abandonne la sortie de l'euro, il quitte le parti, mais il faut se rendre compte, mais ça sera tranché de toute manière après législative lors d'un congrès. Il faut se rendre compte que ce qui est en jeu, c'est le positionnement politique du FN. Florian Philippot est le partisan du ni gauche ni droite adopté par Marine Le Pen depuis 5 ans. Les partisans de Marion Maréchal Le Pen, par exemple, estiment qu'il faut aller à droite toute et aller parler aux électeurs des Républicains. Et il faut dire que le contexte politique leur est plutôt favorable, puisque le ni droite ni gauche est occupé par Emmanuel Macron et les Républicains sont en difficulté. Donc c'est vrai que le contexte politique plaide pour les partisans du à droite toute au FN et c'est pour ça qu'il y a une remise en cause qui aura lieu après les législatives. Alors justement, les législatives sont-elles un moment délicat pour le Front National? Décryptage tout de suite avec Sébastien Thomas. En 1988, Jean-Marie Le Pen est candidat pour le Front National et il arrive en 4e position avec près de 14% des voix. Jean-Marie Le Pen qui évoque à ce moment-là un tremblement de terre politique et qui espère une réplique au moins aussi importante lors des législatives. Un mois plus tard, ce n'est pas le cas. Le parti va perdre environ 5 points. C'est à peu près toujours le même schéma qui se répète. Ainsi, en 2002, Jean-Marie Le Pen arrive à se qualifier pour le second tour de l'élection présidentielle. Il fait presque 17% des voix, mais il ne transforme pas l'essai aux législatives. Les candidats sont mal implantés, plutôt inconnus. Bref, il n'y a pas d'effet
Le Pen. En 2007, c'est la catastrophe industrielle pour le parti qui réalise un mauvais score au premier tour des présidentielles et un encore plus mauvais score au premier tour des législatives. Le parti ne franchit pas la barre des 4%. Là, on assiste à la fin de l'ère Jean-Marie Le Pen. Il est remplacé 5 ans plus tard par sa fille, Marine, qui, elle, est dans une stratégie de dédiabolisation. Alors que se passe-t-il ? Eh bien, plutôt bon score au premier tour de la présidentielle, 18%. Mais là encore, déperdition de voix. La dynamique profite plutôt au score du Parti socialiste. Avec 13% des voix, le Front national fera tout de même entrer 2 députés à l'Assemblée. Alors que se passera-t-il en 2017 ? Bien malin qui peut le dire, vu toutes les surprises que cette élection nous a déjà réservées. Mais pour la première fois, au premier tour, Marine Le Pen a réalisé plus de 20% des suffrages, attiré sur son nom 7 millions de voix. Cela suffira-t-il à faire entrer beaucoup de députés Front national ? Réponse le 18 juin au soir. On reste dans les législatives avec cette fois-ci ceux qui renoncent. Laurent Wauquiez, le député sortant de la première circonscription de Haute-Loire, ne se représentera pas. Le numéro 2 des Républicains se consacrera à son mandat de président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis Jean-Marie Le Guen renonce également aux législatives à Paris. À 64 ans, l'ancien ministre socialiste souhaite passer à autre chose. Et puis enfin, sachez que d'après un sondage Odoxa pour France Info, 69% des Français sont favorables à la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre. 32% estiment que cette nomination vise à affaiblir la droite. Enfin, 2/3 d'entre eux se disent satisfaits du nouveau gouvernement. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui sur la base Gao au Mali. Il doit rencontrer les soldats français de l'opération Barkhane. Alors, en quoi consiste exactement cette mission dans laquelle est engagée la France depuis 4 ans ? Explication avec Dorothée Oliéric. Les Barkhanes, ce sont ces dunes et c'est le nom de l'opération militaire française au Sahel. 4000 militaires sont engagés sur ces 5 pays, de la Mauritanie au Tchad en passant par le Mali. Ils traquent dans le désert les GAT, les groupes armés terroristes. Avions de chasse, hélicoptères, blindés, tous les moyens sont déployés pour empêcher la reconstitution de sanctuaires terroristes. L'opération Barkhane a pris la suite en janvier 2014 de l'opération Serval, celle où les Français avaient repoussé les djihadistes au Mali. Aujourd'hui, au Mali, sont déployés 1600 militaires français. 17 ont été tués depuis la première opération. Depuis quelques mois, Barkhane insiste sur la formation des militaires alliés. 8000 soldats maliens seraient prêts. À terme, ils doivent prendre la relève des Français pour poursuivre seuls cette lutte contre le terrorisme. Je vous le disais en titre, en Iran, les électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur président. 3 candidats sont en lice, un vote crucial, car il s'agit de confier un autre mandat au président progressiste sortant ou de se laisser tenter par le candidat conservateur. Les explications avec notre envoyée spéciale Stéphanie Pérez. Il y a foule depuis ce matin dans les bureaux de vote ici à Téhéran et on le voit clairement, ce sont 2 Irans qui s'affrontent. D'un côté, celui du président sortant, Hassan Rouhani, religieux modéré. Il est suivi par la jeunesse, par les classes urbaines qui soutiennent sa politique d'ouverture économique, sociale, internationale. Les retombées économiques de l'accord sur le nucléaire signé il y a 2 ans tardent à venir, mais ses électeurs veulent lui donner la chance de poursuivre. Face à lui, il y a un autre religieux ultra-conservateur. Ebrahim Raïssi, lui, est soutenu par les classes populaires, les classes pieuses et surtout les classes les plus défavorisées, celles qui souffrent du chômage en ce moment. Le candidat Raïssi dénonce la faiblesse du bilan du président Rouhani et c'est sur ces informations qu'il a fait campagne ces dernières semaines. Les Iraniens aujourd'hui ont le choix, soit poursuivre la politique d'ouverture, soit retourner à l'isolement sur la scène internationale. À New York, a priori, pas d'acte terroriste pour l'accident de Times Square, mais plutôt la piste d'un accident dû à de la consommation de drogue et d'alcool. Pour rappel, le chauffard, un ancien militaire de 26 ans, a renversé 23 piétons. Une jeune femme de 18 ans est décédée. Plusieurs blessés sont toujours dans un état grave. Le conducteur avait déjà été connu des services de police pour conduite en état d'ivresse. Il a été arrêté. Problème technique, huée, la projection d'Okja, le film présenté par Netflix, a débuté avec quelques difficultés ce matin au Festival de Cannes. Écoutez, dans la salle, les sifflements ont duré 10 minutes.
En lice pour la Palme d'Or, donc, ce film est au cœur d'une controverse. Alors pourquoi cette polémique? Les explications avec Marine de Mazur. L'affiche trône juste devant le palais des festivals. Okja, du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho. Film fantastique en compétition aujourd'hui à Cannes, mais qui ne sera jamais diffusé sur grand écran. Seulement sur Netflix, le géant du streaming aux 100 millions d'abonnés dans le monde. De quoi créer la polémique sur la croisette. Pour le président du jury Pedro Almodóvar, ce serait un paradoxe d'attribuer une palme à une œuvre qui n'est pas diffusée au cinéma. Une position qui divise, un débat tel que la direction du festival, sous la pression, modifie son règlement. Dès l'an prochain, tous les films sélectionnés devront s'engager à être distribués en salle. Ça n'est pas une méthode, c'est une position morale. Cannes est le plus grand festival du monde. Nous avons vu 2000 films. Donc nous ne pouvons pas prendre des films pour de fausses raisons. Sur les réseaux sociaux, le patron de Netflix dénonce l'ordre établi qui serre les rangs contre sa plateforme. Netflix, qui distribue également un autre film en compétition cette année, The Meyerowitz Stories. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une demi-heure pour le prochain journal.